Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, totalise ce jour 61 ans d'âge. À cette occasion, politiques et autres personnalités lui ont souhaité un heureux anniversaire. Vous suivrez le témoignage de Jean-Marie Kassamba en début de ce journal. Dans l'actualité également, le CESAC avec Christian Bossembe et Vent debout contre l'immoralité. Longtemps annoncé, la campagne en vue de l'assainissement des médias et des réseaux sociaux a été lancée hier. Elle vise les journalistes et ce qu'on appelle influenceurs. C'est le début des épreuves de Sténasosp ce jeudi sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit d'un test de sélection et d'orientation des élèves de la 8e année vers les humanités. Nous étions sur le terrain avec les élèves, vous suivrez dans le journal également. On va parler également sport dans ce journal. ASV Club de Kinshasa joue la finale de la 58e édition de la Coupe du Congo de football le samedi 15 juin face au FC Céleste de Mbandaka au stade de Tata Raphaël de Kinshasa. Les Moscovites ont validé leur billet en battant le FC Chikas ce mercredi sur le score de 2-1. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. À la une, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, célèbre ce jour ses 61 ans d'âge. Une célébration que Télé 50 a matérialisée à sa manière à travers une émission spéciale dans la matinale. Parmi les souhaits et les vœux d'anniversaire d'hommes politiques et autres acteurs, Jean-Marie Kassamba est revenu sur le parcours du chef de l'État et son action à la tête du pays. On l'écoute dans cet extrait proposé par Héritier Ntambwa. Premier citoyen. Écoutez, d'abord aujourd'hui, comme c'est l'anniversaire de mon frère, on n'a que 4 ans de différence. Félix Tshisekedi Chilombo Antoine, c'est mon frère de Benampuka. Chez nous, c'est à Kabeyakamwanga. Chez ma grand-mère à moi, à Mupompa, à quelques kilomètres de Kabeyakamwanga. C'est l'un des fils de mon oncle à moi, qui s'appelle Étienne Tshisekedi, Ouamulumba. C'est l'un des rares fils de Tshisekedi qui s'est démarqué de ses frères, qui a copié, pas copié, il s'est dédoublé à son père. C'est l'un des rares qui a voulu et qui veut incarner tous les combats de son père. Félix Tshisekedi. Oui. Et moi, j'ai eu la chance de le rencontrer, allez, on va dire, début années 90. La photo qui est dans mon bureau, peut-être on va l'amener tout à l'heure. Je faisais l'interview avec son père. Et ce jour-là, j'étais avec mon ami que je salue, qui est à Paris, Alexis Mukuna. J'ai vu en Félix Tshisekedi un jeune très déterminé. Moi, je lui souhaite bon anniversaire, qu'il fasse un peu une petite fête, pas trop. Parce qu'on a perdu 80 personnes hier et allez, ça chauffe un peu, mais qu'il se réjouisse un tout petit peu parce que la vie est courte. On pense à son père qui doit être fier de lui, là où il est. On pense à tante Chika qui est partie aussi. On pense à tous ceux qui sont partis il n'y a pas longtemps, dont Monseigneur. Bon, enfin, c'est notre famille assez large. Et moi, je m'en fous un tout petit peu de tout ce que les gens ont toujours raconté. Voilà, merci. Parce que chaque fois quand je rencontre le président, il me parle souvent, soit en Chiluba, soit en français, etc. Il me rappelle que c'est la famille Katanarati. Et le chef de l'État s'est exprimé sur le tragique accident, le naufrage sur la rivière Kwa, dans la province de Maïndomé, qui a coûté la vie à 86 personnes exactement. Félix Tshisekedi s'est dit meurtri par l'accident et a adressé ses condoléances aux familles ainsi qu'aux proches des victimes. Le chef de l'État a par la même occasion instruit les autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires pour venir en aide aux personnes touchées par cette catastrophe et a également appelé à ce qu'une enquête soit diligentée.
et c'est de plus en plus récurrent, les naufrages sur les rivières, soit sur le fleuve en RDC. Que faut-il faire pour les prévenir? On en parle avec un expert en sécurité de bateau, Jean Mboutou Makaya, qui est avec moi. Bonjour commandant, vous êtes également promoteur d'un centre d'études, le Centre d'études et de formation maritime, le CFM. Alors on voudrait savoir quelles sont les causes des naufrages à répétition en RDC. Oui, merci M. Gaëtan. En fait, j'ai appris avec l'immense regret de l'accident du bateau sur la rivière Kwa, dans le Maïndombe. Et puis les rapports nous renseignent qu'il y a plus de 80 morts, une fois de plus. Alors, les causes fréquentes des accidents de bateaux ou de baleinières sur les zones navigables dans notre pays, la RDC, sont principalement le surcharge, n'est-ce pas, l'état de navigabilité des bateaux, qui n'est pas du tout pris au sérieux. Donc, disons, il y a des bateaux qui ne doivent plus naviguer, vu leurs conditions et état. Mais hélas, donc on a affaire à des bateaux, à des cercueils flottants. Et aussi les conditions de navigabilité. Donc, c'est-à-dire, les passes ne sont pas tirées, ne sont pas draguées. Alors, c'est un peu difficile pour les navigants de bien faire leur voyage face à toutes ces conditions. Donc voilà, et je parlerai aussi du manque de formation du personnel navigant. Alors, les personnels ne sont pas bien formés et ils ne font que la navigation comme on leur avait montré par leurs arrière-grands-parents. Et en cas des urgences, ceux-là n'ont aucune idée de ce qui doit être fait pour essayer de sauver des vies. Mais comment établit-on alors des responsabilités dans pareilles circonstances? J'ai fait allusion à ce naufrage survenu le lundi soir. En tout cas, s'il faut bien comprendre, les rapports nous renseignent que le bateau a heurté les bords des rivières. Ça veut dire que là, nous allons parler de la route. Donc, malheureusement, ils ont touché le banc. Et on s'est dit, est-ce que cette route devait normalement être draguée ou tirée? Point d'interrogation. Là, nous voyons déjà l'état. Et aussi la condition, parce que disons que le bateau a cogné le banc de sable, mais comment il va se briser directement? Donc là, nous accusons directement l'état du bateau, du baleinière. Donc, la baleinière n'était pas vraiment en état, s'il faut le dire, raison pour laquelle ça s'est brisé au contact. Donc l'État, moi je dirais, à 60% est responsable de tout ça, parce que nous allons citer ces services qui devaient bien faire leur travail pour essayer de sécuriser les bateaux, les armateurs et les usagers. Et à 40%, je pourrais dire les armateurs, parce qu'eux aussi, ils exagèrent en chargeant un peu plus de poids qui sont assignés à leur bateau pour en faire un bon business. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire par rapport à ça. Merci beaucoup, commandant. Ok, je vous en prie, M. Gaëtan. Et puis le bureau provisoire du Sénat s'attelle à remplir pleinement sa deuxième mission relative à la mise en place d'un règlement intérieur après la validation des mandats des sages. Les travaux d'élaboration des textes devant régir le fonctionnement de cette chambre haute du Parlement ont pris la vitesse de croisière. C'est les constats du bureau d'âge effectués lors d'une visite. Dikens Kaboya et Christian Kalonji signent ce commentaire. Accompagné du rapporteur du bureau, Ivan Kazadi Kankonde, et du questeur Moïse Longoulou, les présidents du bureau d'âge du Sénat de la République démocratique du Congo, Pascal Kinduelo Lumbu, a visité ce mercredi 11 juin 2024 le membre de la commission installée pour élaborer les règlements intérieurs de cet organe délibérant du pays. À l'occasion, le président du bureau provisoire du Sénat, Pascal Kinduelo, a rassuré les membres de cette commission. Depuis quelques jours, vous travaillez déjà en commission pour et notre troisième point est inscrit à l'ordre du jour de nos travaux. Et nous sommes venus pour vous saluer et vous encourager de faire ce travail qui met en place l'avenir de notre institution. Parce que en tant que tel, nous devons fonctionner toujours avec des textes légaux.
avec à leur tête l'honorable Christophe Lutundula, de la disponibilité du bureau provisoire pour ce travail qui doit aboutir à doter les Sénats de son règlement intérieur. En rappel, l'honorable Ivan Kazadi Kankonde, premier secrétaire du bureau d'âge du Sénat, avait présidé la séance de mise en place de cette commission spéciale. Elle est dirigée par Christophe Lutundula avec 4 autres membres qui ont été appelés à accélérer le travail de la commission spéciale en dotant les Sénats de son règlement intérieur avant la mise en place du bureau définitif de cette chambre des sages. On va parler à nouveau de la cérémonie et la plénière d'investiture du gouvernement souminois en faisant focus sur l'intervention d'un élu, notamment l'élu Meshak Mandefou Mouela du groupe parlementaire ACPG et allié élu du Kazamba dans le Kasaï central qui a notamment dans son intervention touché le fond du problème du Kasaï. Benjamin Moudiata nous en dit plus. L'élu de Kazumba, Meshak Mandefou Mouela, a refusé de laisser passer l'occasion de porter à la connaissance de tous les vrais défis du développement de l'espace Kasaï lors de la plénière d'investiture du gouvernement souminois, chose que ce gouvernement devra prendre avec une très haute considération. Meshak Mandefou Mouela ayant captivé l'attention de tous par son discours de maître et de passion pour la situation du pays, particulièrement celle du Kasaï central, l'élu a pointé du doigt plusieurs situations importantes, entre autres les finances, la situation de la route Kalanga, Kalambambouji et tant d'autres. Je préfère vous le dire parce que la population centre-kassaïenne attendait la phrase route Kananga Kalambambouji. Ne pas le faire, c'est un crime qu'il faut réparer. Rappelez-vous que le président de la République, le 10 septembre 2022, il était à Kananga. Il a lancé les travaux. Cette fois-ci, nous voulons que cette route soit prise en compte par votre programme. Réagissant à cette intervention, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, n'a pas caché son admiration. Le problème du Kasaï central a été très bien circonscrit par Meshak. Et c'était tellement intelligent que c'est une forme d'intégration économique au niveau d'un pôle très important de développement de notre pays. Le gouvernement souminois a de quoi retenir chacun des points cités par l'élu Meshak Mandefou Mouela pour réussir à répondre efficacement à la question du développement de la RDC en général et du Grand Kasaï en particulier. Et à l'intérieur de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, tout comme à l'extérieur, des personnalités et des foules avaient justement participé à cette cérémonie d'investiture du gouvernement, notamment les membres de l'ASBL, le témoin de Fachi, avec à sa tête son coordonnateur national. C'était l'occasion pour eux justement d'encourager la nouvelle équipe gouvernementale en leur souhaitant plein succès. Nous félicitons l'excellence vice-premier ministre plutôt de l'Intérieur que de la Défense. Donc pour nous qui sommes fascistes, nous qui sommes les témoins de Fachi, nous ne pouvons que soutenir toute personne que nous trouvons qu'il fait la fierté du chef de l'État. C'est pourquoi nous avons trouvé que M. Jacquemain Chabani Louko est le modèle de la constance et de la loyauté politique. Et cela devrait être témoigné et acclamé. Collaborateurs du chef de l'État Fachi Beton qui font preuve d'exemple ou de modèle de loyauté et de la constance, nous estimons que le chef de l'État, au fur et à mesure, est en train d'être plus mieux entouré et que le programme qui sera adopté aujourd'hui par cette Assemblée nationale sera mise en application avec toute réussite. Et voilà que nous qui sommes chargés de vulgariser les actions du chef de l'État, il y en aura plus afin de convaincre la population et que le chef de l'État laisse des traces inéluctables dans la population congolaise.
Et je le disais dans le titre, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a lancé au fleuve Congo Hôtel la campagne pour la lutte contre l'immoralité et la promotion de la citoyenneté numérique. Il a été lancé, ou elle a été lancée dans le but de promouvoir une culture numérique partagée, une compréhension collective des phénomènes en jeu. Parmi les participants, des professionnels des médias, des journalistes notamment, des youtubeurs, des tiktokers, des facebookers, tout l'ensemble des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, justement réunis pour être sensibilisés sur ce combat de la nouvelle citoyenneté. Cette campagne que nous estimons cruciale est mise en place tel un traitement de choc face à la montée de la délinquance et de l'immoralité sur les réseaux sociaux, a déclaré Christian Bossembe, président du CESAC. Plusieurs intervenants ont pris part à cette campagne de conscientisation sur l'usage responsable des réseaux sociaux, notamment le professeur Jean-Chrétien Cambo, le PG près la Cour de cassation Firmin Vondé et aussi le ministre de la Communication Patrick Mouyaya. Et pour avoir publié des appels d'offres éphémères, c'est-à-dire qui n'ont duré que 48 heures sur le site de l'ARSP, les responsables de la société minière KCC du groupe Glencore ont été entendus par les OPJ assermentés du régulateur. À l'issue de ces auditions, un accord de principe a été trouvé pour permettre aux sous-traitants de saisir ces opportunités de marché et soumissionner par la suite. Sur ordre de la haute hiérarchie de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, tenue de main de maître par le directeur général Miguel Katem Cachal, l'entreprise principale Kamoto Copper Company SA KCC en sigle du groupe Glencore a été invitée à une séance d'audition face aux opérateurs de police judiciaire assermentés de cette institution en province du Lualaba. En effet, quelques jours auparavant, la RSP avait malheureusement constaté une attitude frisant le non-respect de la loi régulant la sous-traitance dans le chef des responsables de l'entreprise principale KCC qui a publié sur le site du régulateur des avis d'appel d'offres qui n'ont duré que 48 heures, ce qui visiblement favoriserait l'opacité des marchés déjà prohibés par la loi. Ces avis d'appel d'offres accordaient 2 jours seulement aux éventuels sous-traitants qui pouvaient répondre à ces avis d'appel d'offres. Ce qui constitue une violation grave au principe des marchés qui consacre, entre autres, une large publicité de marché. À l'issue de ces concertations de 2 jours qui se sont déroulées dans les installations de l'ARSP Lualaba, tenues par le directeur provincial Patrick Kakouji, un accord de principe a été conclu avec l'entreprise KCC sur les principes de passation de marché à respecter et aussi par rapport à la durée requise des appels d'offres qui bénéficient maintenant d'une prolongation de délai d'expiration afin de donner la chance aux entreprises à capitaux majoritairement congolais de saisir ces opportunités de marché et de services. La RSP demeure donc un bras armé de l'État congolais pour la création et le développement de la vraie classe moyenne congolaise. Et puis le forum minier d'exposition et des conférences dénommé DRC Mining Week a débuté mercredi dans la ville de Lubumbashi. Le directeur général de la RSP, Miguel Katem Cachal, a fait le déplacement pour y participer activement dans le but de promouvoir justement et promouvoir la loi sur la sous-traitance. Accueilli au pied de l'avion par la directrice provinciale de la RSP, Madame Bijou Mouchi-Toukat, suivi des animateurs de la direction générale et ceux de la province, le numéro 1 de la sous-traitance en République démocratique du Congo, Miguel Katem Cachal, foule le sol louchois pour participer activement à la 19e édition du DRC Mining Week dans le but de communiquer les nouvelles réformes de sa politique managériale auprès des opérateurs miniers en faveur de la participation des nationaux à la chaîne de valeur des matières premières de notre pays. Le DRC Mining Week, c'est une grande conférence en République démocratique du Congo qui réunit presque tous les opérateurs économiques miniers. Et c'est très important pour nous parce que c'est un moment où nous avons à la fois les sociétés principales et en même temps nous avons aussi la plupart des représentants des sociétés sous-traitantes. Donc comme vous le savez quand même que les mines font partie de la plus grande machine économique de notre pays et c'est très important pour que les entrepreneurs dans ces secteurs-là puissent vraiment se retrouver dans la chaîne des valeurs et sur ce, nous avons toujours cette politique de mettre toutes les parties prenantes ensemble
Durant 3 jours, soit du 12 au 14 juin 2024, les opérateurs miniers, les prestataires en tout genre et bailleurs de fonds vont devoir réfléchir pour booster leurs activités autour de l'exploitation minière en RDC. Et dans le Sud Kivu, les combattants du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi, ont déferlé sur le boulevard Patrice Emery Lumumba ce jeudi en début de la matinée. L'occasion pour eux de dénoncer la tentative de coup d'État manquée et soutenir les FARDC ainsi que les Wazalendo actuellement engagés au front contre les ennemis de la paix dans la partie est de la RDC. Amani. Parti de la permanence de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi, cette marche pacifique était l'occasion de lancer un message fort contre les velléités déstabilisatrices de la nation, marquées récemment par la prise d'assaut du palais de la nation lors d'un coup d'État raté, savamment monté par les ennemis de la paix. Ces combattants et cadres de l'UDPS, arpentant le boulevard Patrice Emery Lumumba, en plein cœur de la ville de Bukavu, disent se ranger derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans ses initiatives visant à mettre hors d'état de nuire tous les semeurs de troubles et terroristes qui menacent la quiétude du pays, plus particulièrement l'armée rwandaise, sous couvert leur supplétif du M23 dans la partie orientale du pays. Nous demandons à la justice de faire son travail, puisque lorsque vous prenez là les armes pour prendre le pouvoir par la force, vous voulez qu'on vous fasse quoi? Il faut qu'on soit condamné par la justice. C'est ça ce que nous demandons à la justice, de faire son travail d'une manière responsable et juste. Point de chute, Nyamoma, le cabinet du gouverneur, où un mémorandum a été lu par le parti présidentiel et réceptionné par la représentante de l'autorité provinciale. Nous, cadres, combattantes et combattants de l'UDPS du Sud Kivu, condamnons avec la dernière énergie la tentative de coup d'État orchestrée la nuit de la Pentecôte dans le seul but de déstabiliser les institutions légalement établies dans notre pays. Demandons à la population congolaise de décourager toutes les formes de violence et autres moyens anticonstitutionnels d'accéder au pouvoir par les armes. Encourageons nos FARDC et les Wazalendo dans les opérations musclées qui mènent contre les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais et l'Ouganda. Occasion faisant les larrons, ces habitants de la ville de Bukavu, membres de l'UDPS, ont réitéré leur soutien indéfectible au gouvernement Toulouka qui vient d'être investi par le Parlement, ainsi que les gouverneurs des provinces, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki et son vice-gouverneur Jean-Jacques Elakano, sur qui ils reposent leur espoir pour la mise de la province du Sud Kivu sur l'orbite du développement. Et puis les organisations de défense des droits de l'homme du Maniema ont désormais un cadre fédérateur. Ce dernier a été installé le lundi sous l'initiative du réseau Pona Congo. L'APCM se veut être un plaideur et organisateur des suivis de tous les plaidoyers adressés aux autorités pour tenter de trouver des solutions aux problèmes de cette province. L'installation de cette structure marque également la session inaugurale des organisations des droits humains au Maniema. C'est aussi une occasion pour ces activistes de réitérer leur engagement de poursuivre leurs actions qui consistent à dénoncer les maux qui gangrènent la vie quotidienne de la population de cette province. Pour ces activistes, sans un peuple exigeant, il n'y aura pas de dirigeants responsables. Cette assemblée citoyenne du Maniema se donnera pour tâche de discuter au cours des plénières sur les différents problèmes qui bloquent le développement de la province du Maniema. Des discussions qui aboutiront à des suggestions qui seront déposées aux autorités compétentes afin d'apporter des solutions urgentes dans la province. Les enjeux ou les vrais problèmes ou les difficultés sur le plan local et sur le plan national. Ici, sur le plan local, on sera obligé de commencer à trouver des pistes de solutions à nos petits problèmes. Parce que vous vous souviendrez qu'on ne peut pas seulement rester dénonciateurs, mais nous devons également rester les acteurs du changement et les acteurs qui vont aider les autorités à bien mener leurs actions et leurs gestions. À l'issue de cette plénière inaugurale, une commission a été mise en place. Celle-ci a pour mission de préparer un règlement devant conduire cette chambre citoyenne, élaborer un calendrier des matières ainsi que le nombre de plénières qui seront organisées durant les prochains 13 mois d'existence de cette assemblée citoyenne.
Je l'avais dit également au sommaire, début ce jeudi 13 juin du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, le TENA-SOSPE, qui va se dérouler durant 2 jours. Les finalistes du cycle d'orientation, c'est-à-dire les élèves de 8e année, vont donc devoir affronter ces épreuves certificatives qui leur ouvrent la porte des humanités. Nos reporters étaient sur le terrain. Et en santé à présent, le syndicat des médecins du Congo a installé mercredi un nouveau comité provincial de la ville de Kinshasa. Cette équipe a pour mission de porter haut les doléances des médecins de la capitale afin de leur assurer des meilleures conditions de travail. Le docteur Juvenal Mwanda, secrétaire général du syndicat de médecins de la République démocratique du Congo, SIMECO en sigle, a procédé ce mercredi au centre culturel Boboto à Kinshasa à l'installation d'un nouveau comité provincial ville-province de Kinshasa. L'objectif poursuivi est de redynamiser davantage l'organisation pour plus d'efficacité dans sa manière de faire les choses. Le docteur Juvenal Mwanda, secrétaire général du SIMECO, revient sur les différentes missions confiées au nouveau comité afin de faire rayonner l'organisation syndicale. Les membres élus et investis ce jour ont une grande mission, celle de porter haut les attentes sociales de médecins. Et comme vous le savez, le gouvernement de la République a été investi. Il y a énormément d'attentes sociales auprès des médecins qui doivent trouver solution à travers l'interaction qui doit se faire entre le gouvernement de la République et les élus. Et donc, il est important que les élus prennent à bras le corps le cahier des charges de médecins et le remontent dans le meilleur délai auprès du gouvernement de la République pour des solutions citoyennes. Dans sa prise de parole, le nouveau secrétaire exécutif provincial de Kinshasa s'est réjoui de sa désignation et promet de faire de son mieux avec l'implication de tous les médecins membres de l'organisation pour atteindre les différentes missions confiées à son équipe. Qu'il nous soit enfin permis de remercier les membres du conseil provincial qui ont jeté leur évolution sur notre personne dans le cadre de premières élections libres, démocratiques et transparentes du SIMECO. Le syndicat des médecins de la République démocratique du Congo fait partie des grandes organisations syndicales dans le domaine de la santé. Il a pour rôle de plaider, militer pour les meilleures conditions de travail de médecins en République démocratique du Congo. On va terminer en sport. Les finalistes de la 58e édition de la Coupe du Congo sont connus depuis hier. Il s'agit de la SV Club et du Football Club Céleste qui ont respectivement éliminé Chikas et le FC Tanganyika. Au moins, Kinshasa est assuré d'aligner un club aux interclubs de la CAF la saison prochaine. Les Dauphins auront fait un grand pas vers la Coupe de la Confédération après avoir éliminé le FC Chikas en demi-finale. Karaté Kika, c'est bien fait par ces joueurs, c'est magnifique. La finale ne se joue pas, mais elle se gagne et V Club devra éviter des petites erreurs commises en demi-finale pour s'adjuger les titres. Abdeslam Wadou en est conscient. Féliciter donc mes joueurs par rapport à leurs prestations tout au long de la compétition. Comme vous dites, maintenant on est qualifié pour la finale. Une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Et donc on va bien se reposer, on va bien faire récupérer l'organisme pour mettre une équipe fraîche et puis essayer de livrer un beau spectacle. En tout cas, j'espère que le public viendra nombreux. C'est une belle équipe, il y aura une belle équipe en face. On va s'efforcer de montrer une belle image du football congolais. Très attendu en finale, le FC Tanganyika s'est arrêté en demi. Pourtant, il a réussi à écarter de la course des grands clubs de Kinshasa. Face à Céleste, le club de Kalemi a sombré. Son président a vu plutôt une main noire derrière cette défaite. Tanganyika vient d'être victime de cette jungle de la part de l'organisateur de la Coupe du Congo, mieux de la part d'un influent membre du CONOR, qui s'est brusquement souvenu de ses accointances avec un club prétendant au titre pour l'imposer comme vainqueur de la 58e édition de la Coupe du Congo. Le vin tiré, il faut le boire. Tanganyika devrait bien aiguiser les fers pour s'élancer à l'élite la saison prochaine. Entre-temps, la finale entre V Club et Céleste se jouera ce samedi au stade de Marseille de la Pentecôte. Voilà qui nous amène à prendre le rappel des titres à présent.
Le président de la République, Félix Tshisekedi, a totalisé ce jour 61 ans d'âge. À cette occasion, politiques et autres personnalités lui ont souhaité un heureux anniversaire. Vous avez suivi le témoignage poignant de Jean-Marie Kassamba en début de journal. Et le CESAC est vent debout contre l'immoralité sur les réseaux sociaux. Longtemps annoncé, la campagne en vue de l'assainissement des médias et des médias sociaux a été lancée hier. Elle vise notamment les journalistes et ceux qu'on appelle influenceurs. Et c'est le début ce jeudi des épreuves de TENA-SOSPE sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit d'un test de sélection et d'orientation des élèves de la 8e année vers les humanités. Et en sport, la SV Club de Kinshasa joue la finale de la 58e édition de la Coupe du Congo de football samedi 15 juin face aux Célestes de Mbandaka au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Place à présent à la revue de presse. Restez avec nous, madame, monsieur. Nous lirons les journaux comme tous les jeudis avec Moïse Tiamala qui va me rejoindre. Merci pour beaucoup cette Gaëtan. Revue de presse. Tiamala, bienvenue à vous. Merci beaucoup Gaëtan Koba-Boranzi et bonjour à tous ceux qui nous suivent dès partout en RDC. Vous n'avez retenu que deux sujets d'abord. À la une des journaux parus ce matin, la reprise à la primature. Judith Souminois a pris officiellement ses fonctions. Tout justement Gaëtan Koba-Boranzi, ça s'est passé hier, mercredi à Kinshasa et bien sûr à la primature. Judith Souminois et Jean-Michel Samalou Kondé se sont passés les dossiers, comme on dit bien sûr, les flambeaux. D'abord Gaëtan, il était question pour Jean-Michel Samalou Kondé, selon actualité.cd, débriefer son prédécesseur sur les différents dossiers de la République qu'il a gérés pendant près de 3 ans comme Premier ministre ainsi que d'autres dossiers urgents laissés sur la table depuis les débuts de la gestion des affaires courantes. Et puis un dépêche.cd note que cette passation des flambeaux des commandements intervient à moins de 24 heures après l'investiture du gouvernement Souminois à l'Assemblée nationale. Et pour Actu30.cd, lui précise que la nouvelle locataire de la primature a insisté sur les différents piliers de son programme du gouvernement qui permettront, selon elle, de consolider les acquis et d'aller davantage vers les développements de la RDC. Gaëtan Koba-Boranzi, de son côté, les quotidiens Forum des As revient en force avec les propos de Judith Souminois. Toulouka a réitéré le vœu de poursuivre les travaux de son prédécesseur afin tout justement de consolider ces acquis de Félix Tshisekedi prononcés ou dites promis à la population lors de sa campagne électorale. Eh bien, la prospérité titre à sa une Judith Souminois Toulouka, l'heure du travail a sonné. Eh bien, Gaëtan, bien plus souligne ses quotidiens de ce vendredi 14 juin déjà. Tous les membres de ces gouvernements avec en tête Judith Souminois seront autour de Félix Tshisekedi pour leur tout premier conseil des ministres. Et puis cette triste nouvelle qui est tombée comme un couperet dans le cœur des chrétiens, le décès inopiné en Turquie mercredi de Blanche Tounassi Kandolo. Tout justement, Gaëtan Koba-Boranzi, vous l'avez dit, on l'a appris hier avant midi, un peu comme du buzz sur Internet, mais peu à peu, petit à petit, la nouvelle s'est confirmée. Jean-David Kilolo, journaliste de Télé 50, écrit sur son compte X, page noire d'essai, survenue ce mercredi 12 juin 2024, dans la matinée des mamans Blanche Tounassi, épouse du pasteur Marcelo Tounassi, des suites d'une crise cardiaque. Eh bien, c'est le peu qu'on a pu avoir, les deuxièmes tweets. Et bien sûr, Gaëtan Koba-Boranzi du média Nouveau Média.cd qui écrit ou relève que la dépouille de Blanche Tounassi est arrivée à Kinshasa ce jeudi aux petites heures en provenance de la Turquie où elle est morte le mercredi d'une crise cardiaque. Les corps du défunt est gardé à la morgue du cinquantenaire en attendant les programmes des obsèques. Mais Gaëtan, bouclons avec cette petite vidéo tout justement de l'arrivée de cette dépouille mortelle. Et son âme reposant. Un gros choc en tout cas, qui arrive inopinément et qui, je vais dire, terrasse tout le monde. Merci beaucoup Moïse Chamala. C'est moi qui vous remercie Gaëtan Koba-Boranzi.
C'est par ici donc que va se refermer ce journal. Merci à vous également de l'avoir suivi. Suivez Télé 50 en direct sur notre site internet télé50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.